La team, aujourd'hui le ministre Kone Katina a fait une conférence publique. Et dans cette conférence, vous allez comprendre pourquoi le PPACI est quitté du FPI au PPACI, version parti politique. Et en plus, on intègre totalement le panafricanisme. Le ministre Kone Katina va faire ici certaines révélations et faire comprendre où le parti du président Laurent Gbagbo est parti et pourquoi cette fois-ci, ils ont décidé de quitter du FPI au PPACI, sans oublier les leaders de la lutte pour le panafricanisme, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, les écrivains, et pourquoi c'est important de lire les livres de ceux-là même qui ont mené un combat qui souvent la jeune génération ignore. Parce qu'elle a pris à profit les buzz sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a pris à profit des trucs qui ne sont pas intéressants, et parce qu'il y a aussi une promotion de certaines influenceuses qui ont décidé de faire le commerce de la nudité, tout en nous faisant croire qu'elles avaient un talent qui les rendait riches. Aujourd'hui, notre combat panafricaniste est en train de perdre totalement son ampleur et nous sommes plus concentrés à suivre des personnes qui ne nous proposent absolument rien, juste leur plan de vie, leur façon dont ils passent les journées. Vous voyez, la majorité des influenceuses aujourd'hui, bien influenceurs, ils vous montrent comment ils s'habillent, ils vous montrent comment où ils dorment, ils vous montrent leurs grosses voitures. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui fait à ce que la jeunesse d'aujourd'hui ne se pose plus les vraies questions. Et donc, le ministre Kone Katina, dans cette conférence de presse que moi je dirais conférence improvisée et publique, va donc vous expliquer pourquoi le FPI, pourquoi le président Laurent Gbagbo est quitté du FPI au PPACI avec à l'intérieur aujourd'hui un combat panafricain qui est très très important. Surtout que les combats approchent, surtout que 2025 approche et que nous sommes d'abord en 2023 et qu'il y a les élections dont nous aurons les résultats le 2 septembre 2023. Il est donc important de faire appel à tous les panafricains et leur faire comprendre que la lutte véritable est donc en train de prendre le véritable chemin parce que vous savez que tout ce que le Mali, la Guinée, le Burkina, le Sénégal, tout ce qui se passe dans ces pays-là, si la Côte d'Ivoire n'entre pas dans la danse, ça sera peine perdue. Parce que il faut tout simplement qu'en Côte d'Ivoire, on dise stop à la France-Afrique. Si on le dit en Côte d'Ivoire, c'est fini pour la France dans l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucun débat parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays et c'est un pays très influent en zone de l'Afrique de l'Ouest. Et il est important de savoir que si cette zone-là est maîtrisée par un groupe qui dirige le pays, qui sont totalement des panafricains, alors vous pouvez être sûr que la France va totalement perdre ses puissances en Afrique. La team, écoutez le ministre Kone Katina. Je pense que nous, au PPA, nous devons réfléchir à cela. Et le président de Gbagbo avait déjà réfléchi, c'est pourquoi, quand ceux qui ne connaissent pas l'importance d'enseignants avaient décroché leur salaire, avaient rapproché leur salaire, quand il est venu, il a décroché. Aussi, en cela, c'est que vous pouvez avoir fait, parce que vous connaissez parfaitement l'importance de l'école et de l'enseignement. Et le président Gbagbo aussi, également. Avant d'arriver dans la conférence, le ministre m'a dit de mettre dans une nouvelle posture. Parce que j'avais programmé une grande hommage. Maintenant, si je le fais, on va dire non que c'est. Il fait la passe. Mais pourtant, je vais le faire. Voyez-vous, je milite pour FPI en CFP depuis 1989. C'est le ministre Gadi qui m'a envoyé au FPI. Je suis rentré à Nénan. Quand on s'est rencontrés. Cette dame qui est devant là, elle est connectée par contre dans une Atlantique. On dit la même chose qui a quitté le gars. Elle est tout petit, tout jeune, et elle me voyait militer. Mon papa, mon oncle était PDCI. Mais il était très cool. Je ne sais pas PDCI. Ils sont quand même contents aujourd'hui. Il est très cool. J'ai transformé la maison de mon oncle en guichet de campagne 90. Quand il s'en va, on fait le nom. Mais tranquillement, on va faire l'histoire. Et il y a des personnes qui m'ont marqué dans notre parti. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup marqué par le ministre Emmanuel Léon. Et je vais expliquer pourquoi. J'estime que dans la vie, la plus grande qualité qu'on puisse reconnaître à un homme,
c'est la fidélité, la loyauté à l'amitié et à la parole de Dieu. Je crois que c'est une valeur incommensurable. Ça n'a pas de contre-valeur. Et ce monsieur, nous sommes la même pinasse. Je vais raconter mon clavier. Il a trouvé une clope et l'autre clope. Plus comment on appelle ce disque? Voilà. Et sa femme s'était maquillée comme elle avait traite sahélienne. Parce qu'elle a vu les traits sahéliennes. J'ai dit, ma femme là, pourquoi elle est devenue le genou là-bas? Parce qu'elle a porté beaucoup. Elle a oublié. J'ai dit, moi, je voulais me reconnaître. Chaque fois, je cherchais. Et pour vous dire, dans le chercher là, on a un ami, Bomelo, lui, il s'était transformé en femme. Et il a traversé la frontière, et dans la joie d'avoir traversé la frontière, il allait les chercher plus souvent. L'un des essais comme lui. Et le policier ghanéen qui lui dit, oh, Massa, oh, sister, I don't know. Please, your bless. Après, il allait être ainsi qu'il y a comme lui. Et je le dis parce que on a pris la place ensemble et ce sont les témoins populaires. Quand on me dit que j'ai volé 300 milliards et que je suis parti au Ghana, lui, les témoins qui ont la même place. On était tellement remplis dans la pinasse qu'avant d'arriver à Mossoul, ça commençait à prendre de l'eau. Je dis, bon, moi, je viens du Nord. Je ne connais pas l'eau. Quand on a fini d'eau, quand on s'est appelé, je dis, moi, je ne connais pas. Allez, je vais marcher de partir. Et cette dame, qui est là derrière, là, qui est athée aussi, qui est juste assise là, mon chef, il a fait se lever, voilà. Mon chef est cabinet. C'est devenu ma soeur aujourd'hui. C'est elle qui avait arrangé tout mon départ sur le Ghana. Aujourd'hui, j'ai des rapports particuliers avec les Datiers, parce que dès mon enfant, quand je suis entré sur les Datiers, on m'a adopté avec le tournoi de l'impôt. Et je connais tous les Datiers, parce qu'on venait ensemble pour danser à Oya Orchestra. Donc, le ministre Monet, à la différence de nous qui avions des mandats d'arrêt, le ministre Monet n'avait pas de mandat d'arrêt. Mais il s'est imposé la contrainte de l'amitié qu'il avait avec le président Laurent Gbagbo. Et il a fait de ça son propre mandat d'arrêt. Et le ministre est resté jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo ait été acquitté. Nous, on prenait qu'on avait peur parce qu'on avait des mandats d'arrêt. Mais lui, il n'avait que son amitié pour un homme. C'est pourquoi j'ai le devoir de lui rendre hommage. Sa fidélité au président Laurent Gbagbo, son amitié au président Laurent Gbagbo, c'est ça qui justifie que lorsque Léon Emmanuel m'appelle à n'importe quelle heure, quelles que soient mes obligations, je me débrouille pour me dégager parce qu'on lui doit ça au moins. Merci beaucoup. Et je suis heureux que ce soit sur lui que le choix de notre parti s'est porté pour venir porter le message du président Laurent Gbagbo à ses parents à Thiers. Moi, j'ai été adopté dans les Thiers et je les ai aidés. Pourquoi? Parce que les gens connaissent dans leur rapport. La Thiers, quand tu ne viens pas, il te dit, toi-même, la part de lui, tu vas ton visage là.
Je sais que Adieu n'aime pas. Donc, quand il t'aime, et il t'aime en la sincérité. Merci beaucoup, mon frère. Merci, madame. Merci beaucoup. Ceci dit, il faut qu'on parle de ce point de vue. Merci de m'avoir appelé pour que nous puissions échanger avec vous sur le thème du FPI au PPACI, les raisons d'un engagement panafricain fort. Quand on parle du panafricanisme, c'est un exercice délicat qui t'amène à aller déboucher des livres parce que c'est un concept qui a une origine historique très lointaine, mais qui est en même temps l'illustration de la capacité du peuple noir à refuser la soumission et la domination. Et c'est tout ça que nous avons travaillé. Nous sommes un peuple. Et je pense que lorsque nous allons revenir au pouvoir, il faut qu'on reprenne l'histoire du peuple noir et qu'on enseigne l'histoire du peuple noir selon ce qui est nous, non pas ce que les autres nous ont montré. Et nous allons comprendre que c'est un peuple qui n'a jamais accepté la domination. Depuis le contact avec l'extérieur, il y a eu toujours de la résistance. Et au niveau de l'esclavage, celle qu'on appelle les marrons, on oublie, les historiens savent de quoi il s'agit, les marrons. Mais c'était les femmes, généralement, qui, vendues à l'esclavage, se sont révoltées, ont quitté l'esclavage, se sont ont fui leur mère et sont allés se réfugier dans les montagnes, en Haïti, dans les pays dominicaines, en Jamaïque. Et là-bas, ils ont combattu les Britanniques et les esclavagistes. C'est un peuple résilient. Et c'est parce que nous sommes résilients qu'on nous refuse notre propre histoire. Et la raison fondamentale de l'africanisme, c'est de nous restituer les deux choses qui nous manquent le plus. L'estime de soi et la restitution de sa propre culture. Parce qu'il n'y a pas pire que de perdre l'estime de soi, de douter de toi-même et de ne même plus croire à ta propre histoire. Au point où lorsqu'un Africain écrit l'histoire de l'Afrique, les Africains cherchaient en tendance même à ne pas trop la consulter et croire trouver la vérité historique dans l'histoire racontée par celui qui nous a oublié. C'est ça qu'on appelle, le manque d'estime de soi. Et donc le panafricanisme, qui a été conçu, je dirais, à partir du XVIIIe siècle, je dirais au XIXe siècle, c'est mieux, au XIXe siècle, et qui a fait l'apogée au XXe siècle. On pourrait situer ce concept-là entre les années 1890 et 1899. Et quand on aborde ces questions-là, il y a des notes qui nous viennent. En tant qu'historien, en tant qu'intellectuel, il y a des notes qui nous viennent. Marcus Garvey, George Padmore, William Dubois, Bob Marley, Malcolm X, Luther King, des hommes politiques plus proches de nous. Donc, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, le premier président de la Tanzanie, Thomas Sankara, et des intellectuels
Cheikh Anta Diop, les nouvelles votées, et ainsi de suite. Je vais insister sur Cheikh Anta Diop et je voudrais que nous puissions chacun agiter un livre de Cheikh Anta Diop et le faire lire par nos enfants qui sont capables de lire. C'est le premier qui a restitué l'histoire anthropologique, l'anthropologie, l'ethnologie et même la physique, parce qu'il était au départ professeur de physique chimie. C'est un scientifique qui a abandonné la science et qui avait fait un doctorat en anthropologie. C'est le premier qui va nous dire que la civilisation du monde est partie de l'Afrique. Que le berceau de la civilisation, avec des preuves scientifiques irréfutables, que la civilisation est partie de l'Afrique, de la vallée du Nil, qui se propageait par l'Afrique. Mais pour sa première thèse, on a refusé qu'il suive la thèse. Ils n'ont pas voulu même soutenir, l'accompagner dans sa thèse. Mais c'est un grand savant. Quand vous finissez de lire ces livres, vous êtes fiers de l'Afrique. Et donc, ce sont ces noms-là qui font les panafricanistes. Mais nous n'allons pas insister pour lire là-dessus, parce que ce n'est pas ça le sujet. La problématique majeure, ce n'est pas de raconter l'histoire des héros. Il s'agit d'analyser ce concept de panafricanisme et de le mettre en rapport avec la problématique majeure de notre conférence, de le mettre en rapport avec la politique d'un homme d'exception qui lui aussi s'inscrit dans la bataille, inclut la bataille, dans celle de ces illustres personnes qu'il s'agit du président Laurent Gbagbo. Ce qui importe pour nous dans cette conférence, c'est d'expliquer les raisons profondes qui milient pour un panafricanisme franc et sincère en Afrique. Et pourquoi le président Laurent Gbagbo en fait son cheval de bataille. Je n'aime pas lire les conférences de commandes, parce que quand on dit là, ça déjà après mon automne. Donc, la conférence va s'articuler autour de deux points. Les origines du panafricanisme, les vues comme étant un processus historique, et puis les raisons du choix du panafricanisme comme idéologie de notre parti de population. Voici les deux sujets, les deux thèmes de la conférence, à part lesquels je vais traiter la problématique que nous avons dégagée ensemble. Avant de définir le panafricanisme, il faudra qu'on explique quand même quelques contextes historiques. C'est l'origine. Tout le monde en parle en Afrique, surtout maintenant. Mais le panafricanisme, il faut le comprendre comme une idéologie politico-philosophique. Donc, à la fois politique et philosophique. Un mouvement sociopolitique, c'est-à-dire un mouvement porté par des politiques, mais pour régler des problèmes sociologiques, qui sont la négation de l'homme noir, de la valeur de l'homme noir, et puis une doctrine de l'unité politique. Voici les trois caractéristiques du panafricanisme. Mais pour comprendre le panafricanisme, il faut se référer à ce que dit Jacques Becker. Jean-Jacques Becker, un écrivain français, qui dit que les idéologies entretiennent entre elles des rapports dialectiques, de par leur opposition entre elles et leur opposition et leur contradiction. J'explique. Vous ne pouvez pas parler de l'idéologie communiste sans savoir
qu'elle répondait à une idéologie première qui était l'idéologie du capitalisme. Donc ce sont les deux idéologies entre elles des rapports dialectiques, c'est-à-dire les deux qui expliquent par leur contradiction. C'est que philosophie tout ça. Bon, je vais dire ça autrement. C'est-à-dire l'une apparaît comme la conséquence de l'autre. Quand Marx l'Église commence à faire sortir des idées communistes, c'est parce qu'il a déjà étudié les idées du libéralisme et du capitalisme, et qu'il se rend compte qu'il y a tellement de défaillances et de failles dans cette idéologie, que lui-même, il va inventer ce qui paraît être le fondement de la société, le communisme. Donc le communisme naît en réaction à une première idéologie. C'est pourquoi j'ai parlé du dialectique. C'est dans la même logique qu'il faut comprendre le panafricanisme. Il est né de ce que, pendant 5 siècles, des personnes se sont levées, scientifiques, médecins, historiens, sociologues, anthropologues, tous de l'Occident, pour justifier le commerce honteux de l'esclavage en disant, écoutez, vous pouvez les acheter les vendre, parce que dans la réalité, de par leur morphologie, la morphologie de leur tête, la façon dont ils mangent, la façon dont ils marchent, ils ne sont pas des humains. Donc, les objets, vous pouvez les acheter. Voilà le fondement. Et je le dis pour que nous ayons conscience du combat dans lequel nous sommes. Pourquoi il s'acharne de généraliser sur un homme comme Laurent Gbagbo? Donc, ayant fondé une philosophie, une idéologie qui avait pour vision qu'une seule chose, dire que l'homme noir n'est pas un humain. On ne faut pas lui connaître les valeurs humaines. Ça leur donnait le prétexte, ça justifiait le commerce de l'esclavage. Et quand ils finissent avec l'esclavage, il y a un problème. Ils se rendent compte qu'on est nombreux là-bas. Ils sont venus chercher ici, mais on est nombreux. Ils vont créer une société qu'on appelle une société en anglais, la société d'esclavage américaine, American Society. Et l'objectif, c'est de dire, bon, ceux-là, on les a envoyés chez nous ici, mais ils sont devenus nombreux. Ils sont comme les rats, ils produisent beaucoup. Ils disent, ils se produisent beaucoup, il faut qu'on les fasse retourner dans leur part chez nous. Le Libéria et la Sierra Leone seront les deux expériences de ce retour organisé. Et vous allez voir que quelqu'un comme Abraham Lincoln, que tous les Américains se lèvent comme étant le grand qui a dirigé les États-Unis, mais il est paradoxalement l'un des promoteurs de ce racisme. Puisqu'il a clairement dit que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas vivre ensemble sur le même territoire. Donc il fallait qu'ils se tiennent. C'est en cela que les intellectuels, les nègres qui étaient, on appelait les nègres, les noirs qui étaient vendus, à qui au début on avait refusé l'éducation, mais qui se cachaient pour aller lire et apprendre, vont s'élever. En Haïti, en République dominicaine, en Cuba, les Antilles, Caraïbes, et puis même dans les îles Vierges, Danemark, on a trouvé que les îles Vierges, les Danois que les Américains ont acheté en 1917, de la race. Des intellectuels vont se dire, attention, prenons conscience que comme les personnes là nous traitent comme étant des personnes, des gens sans valeur humaine, organisons-nous. Et c'est là où les gens commencent à se réveiller.
après que Haïti soit devenu indépendant en 1815. On soit devenu et des intellectuels pour défendre l'idéologie du panafricanisme. C'est là où le terme panafricanisme va nous comme étant une réponse, comme étant une prise de conscience d'un peuple qui se sent méprisé, qui se sent humilié et qui a de la valeur. Et ce peuple va se découvrir qu'il a ses propres valeurs. Et c'est là où l'idée du panafricanisme va être. Mais l'idée c'est son chemin. On pourrait étudier ça en 1890 et 1899. L'idée c'est son chemin. Et d'autres intellectuels, plus tard, au début du XXe siècle, vont récupérer cette idée. Donc, il la récupère et il lui donne un sens. C'est là où les noms célèbres, comme Darwin, Martin Darwin, William Dubois, vont se lever et essayer de conceptualiser en lui donnant un contenu à la fois politique et culturel à la notion de panafricanisme. Et il change l'expression panafricanisme en panafricain. Il détourne le panafricain. Mais pourquoi ils le font? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes en Europe, les anthropologues. Il y a un même, je ne vais jamais oublier son nom, parce que on nous a appris tous la théorie de Darwin, qui est dans la réalité une fausseté. Mais comme elle a servi leur cause, qui dit qu'il y a des gens qui sont des gens qui sont plus évolués que d'autres. Et que eux, ils sont évolués. C'est pas qu'ils ont un gros cerveau, que nous, on n'est pas évolués, c'est quoi on a un petit cerveau. Et c'est à partir de là que vous allez voir, même les scientifiques, un scientifique qui va faire du faux, et ça quand même, il s'appelle Charles Dawson. Je souhaite que vous après je fais des détails pour que vous compreniez, cher doyen, pourquoi nous sommes en retard, pourquoi nous devons nous battre pour sortir de ce retard-là. Ce n'est pas parce que Dieu nous a tout donné, Dieu nous a tout donné, mais c'est que les gens ont fini par mettre dans nos têtes et de penser que nous ne valons rien nous-mêmes. Alors que tous les scientifiques sont unanimes pour dire que l'homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, est d'origine africaine. Un certain Charles Dawson, il va aller se débrouiller pour trouver une fossile. L'homme de Big Down, à Fauti s'appelle l'homme de Big Down. En 1912. Et il va appliquer des techniques bizarres là-dessus pour faire sortir une théorie différente de celle que les scientifiques ont soutenue jusque-là, en disant que l'homme de Cro-Magnon, qui est l'ancêtre des Blancs, est plus ancien que l'homo sapiens. Ça veut dire quoi? En le disant, il veut faire croire que la théorie pour laquelle l'histoire de l'humanité et la civilisation est partie d'Afrique, elle est fausse, et que c'est au contraire l'histoire de l'humanité qui est partie d'Europe et qu'elle est la vraie. Et comme nous ne sommes pas de chez eux, c'est pourquoi ils sont en retard. Donc, ça justifie toutes les théories qu'ils font. Donc, il fait du faux, et il est absolument faux. La fossile, son grand-père allait chercher, on ne sait pas comment il a fait, mais il allait diriger une fossile. Pendant 50 ans, les intellectuels africains, européens, vont s'appuyer sur cette théorie-là. Et le chef entendant, il va la remettre en cause avec des éléments de preuve à l'appui. Lui, c'est le ça. Donc, depuis un bon moment, la dialectique entre l'Occident et nous, c'est une dialectique permanente. Nous
comprennent comme tel nos contradictions. Ils vivent, ils sont heureux parce que nous sommes malheureux. Dans ces conditions-là, tant que nous allons être malheureux, ils seront toujours heureux. Donc, c'est des rapports directifs absolus que nous devons intégrer dans notre esprit. Et ces rapports-là vont se réaliser surtout dans la vie qu'ils ont avec nous. C'est pourquoi quand on va acheter leur voiture, les fils de prix. Mais quand ils veulent acheter aussi, l'autre fait les fils de prix. C'est-à-dire quand ils sont acheteurs, les fils de prix. Quand ils sont vendeurs, les fils de prix. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Il vient chez toi et dit cacao là, lui acheter. Mais c'est moi qui ai compris. Donc chaque jour, tous on attend, à cacao là, ils ne disent pas là-bas. Parce qu'ils produisent son truc, et ils vont fils de prix. Mais quand ils vont finir, vous pouvez nous vendre les fils de prix. Est-ce que ça va? C'est bon. Tu penses que celui qui est en face de toi là, il y a un allemand là, tu peux faire ça. Donc, le panafricanisme apparaît alors, comme une réponse à l'Occident. Parce que quand on parle de l'Occident, ce n'est pas une part géographique. Puisque dans l'Occident, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe de l'Ouest, vous avez l'Australie, tous ces trucs se font appeler l'Occident. Or, on n'est pas. L'Australie, la question dans l'hémisphère sud. Et ils font appeler l'Occident. Mais dans la tête du nom Occident, il y a toute une idéologie qui est derrière ça. Et c'est cette idéologie-là qui nous empêche et nous confie par nous prêter ça. Nous, on est les Occidentaux. C'est une idéologie derrière laquelle il y a un problème, il y a déjà l'idée de domination. C'est une idéologie qui porte en elle-même la volonté de domination. Et quand il y a des expressions qu'on nous a prêtées, on le dit, mais parfois quand vous faites des recherches là-dessus, vous avez du mal à le dire. Donc en réaction à cela, donc les Africains créent le panafricanisme. Et les débats ont lieu. Est-ce qu'il faut considérer le panafricanisme comme étant une position socio-culturelle au-delà du continent? Partout il y a des droits considérés qu'ils sont un, ou bien c'est s'en tenir uniquement à l'Afrique. Le combat a lieu intellectuellement. Les gens ont des problèmes, comment prendre position pour dire non. On ne peut pas se détacher de notre histoire parce que le noir qui est aux États-Unis, le noir qui est au Canada, le noir qui est au Brésil, c'est la même histoire qui nous fatigue, qui nous exploite, et celle-là qui l'a envoyé là-bas. Donc nous avons une unité de destin. Et donc il faut que nous travaillions ensemble. Et alors, ils vont décider d'élaborer quelque chose. Je vous invite à lire le livre de Kwame Nkrumah, L'Afrique va s'unir. C'est un petit livre, et les enseignants, je pense qu'il faut le recommander très souvent à vos jeunes élèves pour qu'ils le lisent. À partir de la première, on peut le lire pour comprendre. L'Afrique va s'unir. Parce qu'il faut pour l'Afrique. Il faut pour l'Africain. D'abord que l'Africain comprenne que l'Afrique est d'abord à partir d'abord aux Africains. L'Afrique aux Africains d'abord. Cela est important. Cela est important pourquoi? Parce que c'est la seule façon de nous concevoir en tant qu'entité et de proposer nos intérêts, de défendre nos intérêts de façon collective. Deuxièmement, une pensée politique, il faut que nous travaillions à arriver aux États-Unis d'Afrique. Cela est très important. On va le dire quand je vais arriver à la philosophie de notre. Il faut qu'on ait la renaissance d'une morale et d'une culture africaine. Oui, il nous faut un peu de culture. C'est pourquoi tout à l'heure, on disait que par exemple les libations et autres apprennent du temps. Mais non, perdons tout sauf notre culture. Perdons tout sauf notre culture.
Parce que dans la réalité, pourquoi les autres économies? Parce qu'ils ont réussi à nous imposer les cultures. C'est tout. Ils nous ont tellement imposé les cultures que nous, on n'accepte pas que nous, là, et ils disent que c'est une valeur. Un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme, et ils disent que ça, on n'a qu'à accepter ça. Parce que pour eux, là, c'est ça qu'ils appellent la culture. Est-ce que vous en tant que nous, les hommes, on va chercher 2 ou 3 femmes, on dit non, c'est pas pour la polygamie. C'est la polygamie, c'est 15 minutes. Où est le problème? Le problème. Donc, la tête, je ne peux pas aller faire la polygamie. Je n'ai qu'un exemple. Je ne vais pas faire la polygamie. Mais je veux dire que dans la réalité, si nous quittons de notre valeur, en pensant qu'elles ne sont pas suffisantes pour nous faire développer, alors nous tombons énormément. Donc il faut qu'on crée une renaissance de nos valeurs à la fois culturelles et morales. Il faut que nous dépassions le débat et que nous ayons une conception panafricaine de questions. C'est là très important. Et il faut inventer notre économie. Il faut réinventer notre économie. Notre démocratie. Donc, ce sont les idées, les qui justifient, les qui placent et ceux qui orientent et ceux qui identifient le panafricanisme en tant que mouvement socio-politique. Malheureusement, à la fin, les résultats ont été décevants. Nous n'avons pas obtenu les résultats là. Parce que tout simplement, comme toujours, à chaque fois que nous nous battons, on choisit toujours quelqu'un parmi nous pour venir nous combattre et nous détourner de l'essentiel. C'est ce qu'on appelle les pions de l'impérialisme. Et tout le temps, je te dis à fatiguer l'Afrique, c'est ça. Tous les résistants, tous les combattants, et tous, étaient là fatigués, et qu'on crée toujours quelqu'un au sein de notre famille et on lui donne les moyens de venir vous combattre. Et c'est cette division-là qui a fait qu'on a joué dans ce mouvement. Parce que dans la réalité, les colons, la France, elle nous a administré pendant la colonisation sous quelle forme? C'est la forme fédérale. L'AOF, c'était un ensemble de colonies, un ensemble d'États anglais, dont la capitale se trouvait à Dakar, qui regroupait tout le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Haut-Volta, le Bénin, la Guinée, et ainsi de suite. C'était un ensemble de femmes ensemble. Et en Afrique centrale, ils ont créé l'AEF, qui avait pour capitale Brazzaville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de nous donner les indépendances, sachant que si nous restons dans cet état, on va être fort, ils vont diviser et on nous a donné les petits morceaux sur cette indépendance. Et l'ego de chacun est dans. Et c'est là où quand même on va avoir plus d'intelligence que les autres. Parce qu'il y avait les fameux vieux plans qui disaient non, il faut aller doucement, aller étape par étape pour construire l'unité africaine. Il y avait la position des fameux mouvements qui disent attention, allons-y plutôt rapidement à la construction, parce que la nation c'est comme un arbre, une branche. Si tu veux trouver une branche, il ne faut pas attendre qu'elle gémisse. Elle est plus difficile à trouver que lorsqu'elle est jeune. Au moment où nous sommes en train de travailler, allons-y rapidement à l'intégration africaine. On a décidé d'être mis en unité, on a allé étape par étape, et aujourd'hui, les débats sont tels que nous avons du mal à nous mettre en groupe, à mettre ensemble le panafricanisme, on a accompli cette unité africaine, qui est pourtant indispensable. Et c'est parce qu'elle est indispensable que le président Laurent Gbagbo, et ça ne négocie jamais le deuxième point, pourquoi le président Laurent Gbagbo choisit donc le panafricanisme. Les raisons du choix du panafricanisme comme auteur idéologique du PPACI et de la Renaissance africaine.
Or, je laisse sauter tout ce qui est lié à l'histoire qu'on connaît. Hein. Mais voyez-vous, qui peut m'expliquer raisonnablement que le président Laurent Gbagbo a été élu le 22 octobre 2000. Écoutez bien l'histoire. Il a prêté serment le 26 octobre 2000. Il a fait son premier conseil des ministres. Le ministre était ministre le 27 octobre. Le 4 2001. C'est-à-dire, on va compter les mots de jour ensemble. 27. Il va arriver au 30. Il a fait 4 jours. Donc, 4 jours. Puis du 1er novembre, c'est 30 jours. 30 jours plus décembre, ça fait 2 mois. Donc, le 4 janvier, ça fait 2 mois, 4 jours. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a-t-il pu faire en 2 mois et 8 jours pour que quelqu'un se fâche et qu'il lève une rébellion contre lui? En plus de te dire, qu'est-ce qu'il a pu, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu au pouvoir en 2 mois et 8 jours, on dit, il a fait quoi qui fait qu'on dit tu es mauvais? C'est qu'on avait déjà préparé que tu étais mauvais. C'est qu'il était déjà préparé dans la tête que quoi qu'il advienne, tu étais mauvais. Sinon, comment en 2 mois et 8 jours, ils ont pu tuer armes, ils ont pu acheter des armes, ils ont acheté des munitions, ils ont recruté des gens, ils ont fait en 2 mois, 4. Même on va croire qu'il c'est pas ça. Personne ne veut ça. Donc, c'était programmé. C'était programmé pourquoi? Parce que dans la réalité, les gens savaient. Et c'est la différence entre eux et nous. Ils sont anticipés. Que le monsieur qui vient, avec les cadres avec lesquels il est venu, l'idéologie qu'il propose, elle va être contre nos intérêts. Ce monsieur va être contre nos intérêts. Donc on commence à combattre. Mais quand on le combat, on utilise les Africains contre lui-même. Alors que dans la réalité, il se parle en Afrique, les gens utilisent le nom des Africains pour nous. Et comme toujours, dans l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Afrique, on nous a colonisé parce que quand on arrivait dans un village, le village d'à côté, il dit c'est comme on a fait. Et mon père disait ceci, quand il faisait la campagne, il dit, voyez-vous, je vais vous donner l'image. Les anciens, quand en Afrique on parle avec l'image, on comprend mieux. Il y avait un lion dans une forêt où il n'y avait pas beaucoup de gibier. Et il y avait 4 buffons plus solides. Le lion pouvait les manger, mais il est seul. Comme 4 buffons. Ça ne c'est pas possible. Mais il sait la faiblesse des buffons. Écoutez bien cette histoire. Alors, le lion vient un matin, il appelle le plus gros de son côté. Puis les 2 ceux qui le suivent. Et puis, celui qui était encore plus jeune, il est à côté. Et il dit aux 3 buffons, vous ne pouvez pas. L'herbe là, il n'y a pas beaucoup pour vous. Vous êtes 4. Je vois que vous mangez, vous n'êtes pas la savoir. Le lion, il sait que le mieux ne soit pas sa vie. Là, il n'a pas l'air. Il n'est pas la savoir. Mais si vous êtes 3, l'herbe va vous suffire quand même. Et là, c'est vrai. D'accord. Demain, je vais venir attraper celui-là pour le manger. Quand il a attrapé là, laissez-moi, comme ça, vous allez rester 3, vous allez avoir beaucoup d'herbe. C'est toi, le lendemain, il est venu. Il a attrapé un, il
l'a mangé sur les trottoirs. Ok. Il a fini de manger 2 semaines après. Il vient, il prend 2 autres à côté. Il dit, ah, je pensais que si j'étais comme j'allais te la salir, oh, je vois que l'un là ne suffit pas. Bon. Si vous êtes 2, vous allez goûter bien. J'ai dit oui, d'accord. Et bien là, il est venu, lui là, quand il a parlé, restez tranquille, hein. Quand j'ai fini, il a fait comme ça. Jusqu'à il a mangé. Le dernier de lui, il va l'attaquer. Et là, il va se rendre compte des derniers. Il commence à crier à la solidarité. Il appelle ses 2 frères. Le lion qui lui répond, cher ami, eux là, il est venu avec eux. C'est ton tour. C'est exactement comment procède l'impérialisme. On vient vous les garder. Le meilleur parmi vous. Le meilleur parmi vous. On vous dit qu'il est mauvais. On dit qu'il est mauvais. Il n'aime pas les gens du Nord. Il n'aime pas ceci. Il n'aime pas cela. Et eux là, malheureusement, ils sont comme d'elle. Parce que je dis quand elle veut marier son enfant, il dit que l'enfant s'en va. L'enfant va dire que c'est la vie, mon ami qui s'en va. L'enfant c'est qu'il faut plus arriver maintenant. Parce que on va dire qu'il s'en va. Ça c'est la vie qui s'en va. La boucle la terre. Donc, un prétexte de manger. Et donc, quand ils vont choisir de prendre le président de Rwanda, ils sont allés où? Sans aller au Burkina Faso. Parce que là-bas, il y avait certains des comparés qui étaient dans l'élément. Vous venez là-bas. Et l'Afrique a laissé faire. L'Afrique a laissé faire. Ce monsieur, il faut lui dire la vérité. Et je vous explique pourquoi vous devez soutenir le million Monet. Madame Monet est tous les beaux candidats. Et je vais vous expliquer. Y compris ceux qui nos alliés qui sont candidats. On va les expliquer. Il faut que vous compreniez. Laurent Gbagbo n'a pas arrêté par fidélité. Laurent Gbagbo n'a pas arrêté parce qu'il maltraitait les gens du Nord. Il faut un prétexte. On a arrêté Laurent Gbagbo parce que l'idéologie du fond n'arrive pas à faire affaire. Parce qu'il remettait en cause un certain nombre de principes qui guident nos rapports avec l'Occident depuis 7 siècles. L'esclavage, la colonisation et l'union coloniale. Donc, on la femme. Et pour t'humilier, quand il veut te faire, il veut t'humilier pour que tu comprennes la puissance de leur système. Mais il t'humilie. Sinon, en toute réalité, quand tu vas arriver dans le Rwanda, est-ce qu'il avait vraiment besoin de filmer l'image que vous avez vue? Vous pensez qu'on sait pourquoi? L'humilier. Vous voulez dire que sur les patrons. On le prend. Et quand c'est comme ça, on utilise toujours des copains. Et on le prend. On va voir le Congo. Le Congo, on le met dans un avion qui se retrouve en plein hiver, dans une chemise. C'est notre lumière les plus costauds. À moins de 20 degrés. C'était pour pouvoir faire mieux. On est tué. On t'envoie dans un endroit, la prison du gouvernement. Chers amis, le président ne veut pas qu'on en parle, mais moi je vais parler parce que vous dites qu'il faut cacher les choses. Les gens, mais il faut que les gens comprennent ce que c'est pour ce monsieur. Moi je suis avec en prison. La cellule du président de Rwanda, 9 mètres carrés. Bon, parce que nous sommes, ça fait 3 mètres. Ça fait de là, peut-être à là, tu vas venir là où le gars est là, et puis là.
Et là, il y a cette planète. Vous avez compris? Il y a du palais présidentiel. Voilà là où on va être dessus. 9 mètres carrés. Il passe 8 mois dedans. 8 ans dedans. Dans une prison des femmes. Vous pensez qu'ils vont faire pouvoir? C'est le tuer moralement. Pendant qu'il est là-bas, l'instrument politique qu'il a créé avec la force de son énergie pour lutter les Africains, on les viole. On rend à l'intérieur de ce instrument, on le lui arrache. Tout ça, ils font pourquoi? Ils veulent le cadrer moralement. Quand j'ai dans une telle économie, si ta foi en Dieu et ta foi au combat que tu mènes ne sont pas des fois solides, tu meurs. C'est ce que je me suis rendu. Je vais faire des économies de quelque chose. Il vient. Mais de là-bas, le président, comme je lui parlais évidemment, je vois que ça réfléchit énormément. Comment relancer le mouvement panafricain? Parce qu'il est en fait, ce qui est dangereux, c'est l'ignorance. Si mes frères du Burkina Faso, par exemple, savaient que le président Laurent Gbagbo se battait pour ne pas que ce qui leur arrive, il mourrait sous les pieds. Si mes frères du Mali, à qui on allait dire n'importe quoi du mensonge me concernant, s'ils savaient qu'on me détestait, parce que justement je ne peux pas pour leur cause, ils allaient me suivre. Donc, il faut que je donne un sens pratique au panafricanisme. Il faut que je donne une orientation tangible au panafricanisme. C'est là où crée mon nouveau parti et il m'oriente. Mais là où je vais savoir qu'effectivement, le monsieur est déterminé, quand la Covid arrive, il me fait appeler. Il me dit, essaie d'appeler le docteur Pierre Libré. Je veux que vous unissez, il faut réunir tous les intellectuels, les grands savants intellectuels de notre période, de toute l'Afrique. Parce qu'il faut que nous proposons nous-mêmes des solutions endogènes, à la fois en termes de médecine, en termes d'économie, en termes de philosophie, en termes d'histoire, en termes de langue et de sociologie. Il faut que nous proposons une réponse endogène africaine à la COVID-19. Et tous les grands savants, depuis le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, du Sénégal jusqu'au Kenya, ont écrit des livres, 2 livres. Je vais vous les citer, mais je suis sûr que vous n'avez pas bien sûr. Mais il faut les lire. Vous les citer. Moi-même, je ne suis pas capable d'écrire ça. Donc, moi, je me suis. Et ces experts, il écrit qu'il prend un Ivoirien et puis un Capverden, je crois. Comment il s'appelle José Buteau, les anciens de José Buteau. Et il faut des livres. L'Afrique de l'après Covid-19, ça c'est le premier du livre. Et puis l'Afrique en perspective, les enjeux futurs après la crise de Covid-19. Et donc vous allez voir comment les Africains proposent des solutions endogènes à leurs problèmes. Et dedans, il y a l'économie, il y a la question de la monnaie, les gens ont réfléchi à tout. Parce que qu'est-ce qui se passe? Chers amis,
Tant que nous resterons dans l'état de nous avons compris ça, on va seul, comme vous parlez beaucoup, le disait toujours, au moment où on signe les accords de l'ATP et de l'Union européenne, nous on avait fait la CTE en son temps, qui était déjà une organisation intégrée, et chacun de nous avait négocié sa part un à un. Mais vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Donc, le président de notre parti propose que son parti devienne un parti parasitique. Avec les secteurs que le président RDR avait fait en 1946 contre un PPACI en Côte d'Ivoire. Contre un PPACI en Côte d'Ivoire. PPA Côte d'Ivoire. On trouve PPA Mali, PPA Guinée, et ainsi de suite. Et je peux vous dire que déjà, au Burkina, on a déjà PPA. Au Mali, je devais même aller le 25 mai aux assises du PPA Mali. Pour vous dire comment la conserve d'aide du PPA Mali, mais ils ont reporté à cause de leur référendum du 6 juin, et d'après le référendum pour pouvoir partir. Mais au Sénégal, ça commence à être là-bas, nous attendons pour aller installer. Donc, le mouvement naît. Le mouvement avance, le parti commence à s'enraciner parce que l'idéologie de notre grand support est comprise. Il faut les présidents de Gbagbo, il faut les inventer, il faut donner un contenu au panafricanisme. Par exemple, ce que nous appelons, il propose, au lieu d'avoir une économie compétitive, entre nous, on fait en compétition, on peut faire des économies, des productions, qu'on appelle les productions économiques complémentaires. C'est-à-dire, au lieu de venir se grouper nous tous sur la forêt, nous allons aller dans la pluie. Le président pense que, par exemple, on peut aider les pays d'Israël pendant la période qu'on appelle la période sèche. Ils viennent goûter, les verts chez nous, ils payent nos paysans, et puis les bœufs avancent. Ils pensent que le riz, qu'on peut laisser les pays qui cultivent le riz, les aider à avoir ce beaucoup de riz pour éviter que nous allons importer le riz de l'extérieur. Pourquoi il est dit? Parce que tant que, ça je le dis de façon économiste, tant que nous ne sommes pas, nous ne changeons pas notre système de production, tant que nous allons produire pour ce qu'eux ils veulent, ça nous sera très difficile d'avoir une monnaie unique. Il faut continuer la monnaie. L'euro est une monnaie unique, elle marche pourquoi? Parce que 60% des échanges économiques de l'euro se font à l'intérieur de l'euro. Donc en euro. Et pourquoi on a du mal à faire l'écho? Le vrai écho, pas l'écho de Ouattara et de son ami Macron, ils ont fils Macron, parce qu'on a son fils. Mais pourquoi on ne peut pas s'en parler? Parce que vous ne pouvez pas demander à un pays comme le Nigeria, dont 80% de son commerce se fait en devise de dollars, de rentrer dans une zone monétaire qui a comme on appelle devise exclusive de référence l'euro. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lui, il a besoin d'euros, de dollars, parce qu'il commerce avec des crédits qui sont utilisés de dollars. Et vous lui dites, moi, tiens chez nous, la culture est l'euro qui est la monnaie de référence. Mais comment ça s'appelle? Le Nigeria, ça n'existe pas. Par contre, si nous faisons des liens, que vous savez que les Igbo au Nigeria, la vallée du Delta, au Niger, ils mangent beaucoup de liens. Si on arrive à faire des productions complémentaires entre eux, et qu'on commence à faire des échanges intracommunautaires importants,
alors une monnaie, on l'a privé de monnaie de quelqu'un. Puisque si on s'arrête avec 80% de gens entre eux, peut-être les devis dont on va donner 20%. Donc, il faut qu'il fasse une économie complémentaire. Et que nous mutualisons nos efforts de recherche scientifique, nos efforts au niveau des universités. Et que, par exemple, un pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays, qui font à eux 60% de la production de cacao du monde. Que si on se met ensemble, on ne va plus venir nous imposer nos prix, c'est nous qui allons imposer notre prix. C'est pourquoi Laurent Gbagbo est différent des autres. Enfin, de ceux qui nous font aujourd'hui. Et lorsqu'il y a eu le contentieux, je vous donne des exemples pratiques pour comprendre le sens. Lorsqu'il y a eu le problème de frontière entre le ministre du pétrole, ce que je viens de dire, il a témoigné, je vais vous dire. Il y a le conflit a fait net entre le Ghana et nous. Parce que le pétrole était dans une position qui est telle que si on commence à le forer ici, ça va tirer tout ce qui est du côté du Ghana pour venir. Ça peut avoir des problèmes. Mais les présidents et la famille se sont parlés. Au lieu, on va se faire par là. Tu as un problème d'électricité, moi j'ai un problème d'électricité. On a qu'à exploiter ensemble. On va se partager. Et puis on va investir pour nos peuples. Celui qui là-bas, on est mon visage. Et c'était une décision de sagesse. Mais quand on est parti, d'abord, alias, j'avais mis 7 fois. Voilà. Flanquer les secteurs du soleil, comme on dit au travail. Il faut gagner. Vous pouvez donner le pétrole dans la terre. Regardez, nous, on fait pas faire mal ça. Allons-y dans la justice. On allait à la justice. On a tout perdu. On a tout perdu parce qu'on n'avait pas le temps. Voyez-vous, là où il y a la sagesse, et le reste. Si on avait fait prévaloir les intérêts des deux peuples, Ghanéens, qui sont les mêmes peuples. Moi, j'ai fait le Gabon, voilà, je vous dis. Ce sont les mêmes peuples, nous n'en sommes pas arrivés à ça. Donc, le panafricanisme impose à nous, beaucoup plus actuellement qu'hier, parce que les dangers qui nous guettent, tout ce que vous voyez djihadistes et de suite, tout ça, ça participe. C'est des batailles bien en jeu. D'un côté, c'est les intérêts croisés qui se trouvent dans les pays. Et ceux qui souffrent, ce sont des populations qui souffrent. Et quand vous voyez pourquoi on va se battre pour que le grand Gbagbo vienne, je prends le dernier exemple de l'histoire des terres. Nos terres. Nous n'avons plus une loi, un décret qui circule. Mais ça, là, c'est pas bon du tout. Ils ont tellement protégé quelqu'un, et pour protéger les multinationales. Ils sont à la recherche des terres arabes. Des terres, c'est pas des arabes, des terres arabes, des terres à cultiver. Et eux là, ceux qui nous gouvernent, ils fonctionnent comme dans une confrérie de sorciers. Ils te donnent d'abord un peu. Quand tu as fini de manger, il dit il faut venir manger pour toi. Et pour toi, si tu fallait te dire, tu demandes là. Toi, tu as donné une jambe. Ils ont mangé. Quand tu as mangé la jambe, et ce qui te demande, c'est de que tu as plus cher. Il faut leur donner.
Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Au moment où je vous parle, selon les statistiques, 60 millions d'hectares de Afrique ont été vendus aux multinationales. Et tout ce que vous entendez, quel semble, honnêtement, hein, il y a une partie qui est ici, là, à Zopé. Dans Zopé, jusqu'à la fin du village, les villages étaient tout à l'heure des choses. Et on dit là-bas, il n'y a pas de l'extérieur. Et les terrains là, les sembles. Il y a des amis qui sont de leur train de rire. Il y a des balades, il ne faut pas commencer. Parce que les balades, vous allez commencer, ça ne va pas terminer. Parce que vos propres gars, quand vous couchez des livres, non. Mais il le faut pourquoi? Parce que nous sommes fragiles. Donc, le panafricanisme pour le président de Ouagadougou, c'est dans la réalité la seule réponse possible qui s'impose à l'Afrique face aux nombreux défis qui attendent. Défis de développement, défis de santé, défis énergétiques, défis même de souveraineté. C'est-à-dire quand on va prendre des terres, je n'ai plus de souveraineté. Comme je dis, je n'ai jamais un souverain en l'air. Donc, c'est tous ces défis-là que nous devons relever. Individuellement pris, depuis 60 ans, sur indépendant, regardez nos pays. Regardez nos pays. Donc, le président Laurent Gbagbo offre le panafricanisme. Le PPAC offre le panafricanisme. Comme réponse aux enjeux à la fois historiques, sociologiques et économiques, anciens comme immédiats de notre continent et de nos peuples. C'est pourquoi il faut le soutenir. C'est pourquoi il faut vous engager derrière un candidat. Ce n'est pas naturel. Il faut arriver maintenant, il faut qu'on choisisse. On ne peut pas continuer de nous exploiter éternellement. On ne peut pas. Et cette histoire, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est ou de l'ouest, si tu aimes véritablement l'Afrique, et tu penses qu'on ne peut pas continuer avec ça, et que tu es honteux de voir nos enfants aller mourir en pleine mer, il n'y a pas d'autre solution que de nous unir l'essentiel. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre solution que de nous unir derrière des leaders forts qui ont déjà combattu le système et qui en sont ressortis vainqueurs. C'est pourquoi il prend mon dernier mot. C'est pourquoi, chers parents, monsieur le ministre, madame, chers parents, on ne peut pas les témoins comme nous pour ce combat. Donc, sa radiation de la liste électorale, elle doit être l'affaire de nous tous. Parce que je n'ai pas lui pour vivre. Lui, il est la tête. Ce n'est pas la personne pour vivre. On l'a dit, c'est vrai. On vit, mais c'est nous tous qui sommes concernés. Je veux tester qui est concerné. C'est pour que, parce que le monde qui arrive à être farouche, les deux mots vont se faire. D'un côté, la guerre avec le Russie et l'Ukraine, c'est pas ce qu'on est mal. C'est le monde qui se dessine devant nous. Un monde nouveau est en train de se dessiner devant nous. Est-ce que nous allons aller à ce monde derrière des leaders poltrons qui n'ont pas d'idéologie, aucune conscience, ni humaine, ni sociale, encore moins politique, où nous devons nous aligner derrière des personnes qui ont la capacité, qui ont l'intelligence, qui ont l'énergie et qui ont la volonté de se développer.
C'est la même intention qu'à chacun, lorsque vous allez rentrer chez vous, chacun de vous en conscience, à évaluer ses enfants, à évaluer sa propre histoire, à évaluer la fille, et donner la réponse qu'il faut. Je vous remercie.